Bonjour, salut à tous, un salut chaleureux au public qui nous accompagne. Merci d'être là et à la bande de passionnés d'art qui est avec moi chaque semaine, Nathalie Le Sage. Bonjour Ali Badou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ton regard est toujours pertinent sur l'art. On essaie. Lauriane Mélière, tu décryptes Bonjour. notre époque. Salut à toi. Le boss, Fabrice Bouston, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Salut Ali. Et Margot Bétou, la mémoire vive de cette émission. Ça va Margot? Ça va et toi? Et au piano pour nous accompagner tout au long de l'émission, évidemment, la star de Madame Arthur, Charlie Voudou. Salut Charlie. Avant d'accueillir Nikos, on va démarrer par le mot de la semaine. Et avec toi Nathalie? Corps, comme dans un corps, parce qu'on va voir des corps de toutes ces formes, dans toutes leurs formes, vous allez voir. Fabrice? Ce sera gonflé parce que je vais vous parler du projet le plus emballant au monde de l'année 2026. Rien de moins. Lauriane, ton mot? Facile, obturateur, le bruit du petit mécanisme de l'appareil photo. Pas mal. Et Margot? Moi, c'est aussi une ref à notre invité, c'est Kalimera. Pas mal. Traduction? Bonjour en grec. Charlie, tu nous donnes le la avec ton mot du jour? Eh bien, comme c'est le printemps, ce sera bourgeon, ce sera pas un la, mais un sol dièse. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Bravo! Et c'est parti, je vous le disais, notre invité, vous le connaissez, c'est l'une des plus grandes stars de la télévision, journaliste, animateur, superstar. C'est aussi, et vous le savez, un grand photographe. Son travail va être exposé au musée de l'Homme à Paris à partir du 8 avril prochain. Nikos Aliagas est l'invité de la Grande Galerie francophone. Salut Nikos. Quel bel entrée. Et bienvenue. Merci, on accueille. Je vous présente le public et toute la bande. On va commencer, on a beaucoup de questions à vous poser, Avec notamment joie. sur la photographie évidemment, mais avec la question rituelle par laquelle on commence chacune de ces émissions. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? Une fenêtre, une possibilité de reconnaître l'autre et surtout de relativiser ses propres bobos, problèmes et sa propre réalité. Tu dis, ah, il y a 300 ans, il a dit ça. Ah, il y a 4000 ans, ah ok. Donc on n'est pas grand-chose. Là, vous en Ok. parlez comme spectateur et comme artiste. Oui, me relier, aller chercher une forme de sacré chez l'autre. De sacré. Oui, parce que se relier, ça a donné le même mot que religion. Religion. Religare. Et donc, je pense que oui, dans un chemin, reconnaître l'éphémère et en même temps la permanence, c'est peut-être ça. Il y a un livre ça. que vous venez de publier dans cette très belle édition, Les Belles Lettres, L'Esprit grec, mes apophthegmes essentiels. Apophthegme, ça vient du grec. Apophtagme, en fait, une maxime. Oui, puis c'est une façon de dire un peu plus hellénistique pour parler des citations et des maximes. C'est tous les gens qui m'ont inspiré. J'ai essayé de faire des mariages avec les clichés, les personnes que j'ai pu immortaliser en chemin. Sois heureux de ce que tu as. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, je sais plus qui l'a dit. C'est l'une des maximes qu'on trouve dans ce livre. C'est une maxime delphique du temple de Bien sûr. Delphes. Ouais, ils ont tout dit. Il y a une œuvre qui vous touche particulièrement, Nikos. C'est un tableau d'Eugène Delacroix qui s'intitule La Grèce sur les ruines de Missolonghi. On va le voir apparaître à l'écran. Et que Delacroix a peinte cette toile en 1826. Vous avez exposé il y a quelques années une série de vos photos prises justement là-bas, à Missolonghi, en Grèce, à côté de ce tableau. Pourquoi est-ce que cette œuvre vous fascine et pourquoi est-ce qu'elle est si importante dans votre vie? Elle l'est parce que mes origines en Grèce viennent précisément de cette ville. Missolonghi fut une ville héroïque au XIXe siècle pendant la guerre d'indépendance, quand les Grecs essayaient de sortir de l'Empire ottoman. Et à ce Quitter l'Empire ottoman. Exactement. Donc il y a eu effectivement un siège qui a duré des années et des années. Et le sacrifice des habitants a eu une résonance en France, notamment dans les courants romantiques de l'époque, Chateaubriand, Victor Hugo et d'autres. Et quelques mois après, quelques semaines après cette nuit funeste de Missolonghi, Delacroix peint ce tableau. Et il va changer la donne historique. Alors politiquement, à l'époque, la France ne soutient pas encore l'insurrection des Grecs, parce qu'il n'y a pas d'État, c'est pas organisé. D'ailleurs, la Grèce a été reconnue en 1830 en tant qu'État. Mais ce tableau de Delacroix oui. va changer la donne historique.
il va changer la donne parce qu'il va sensibiliser l'opinion publique et les intellectuels de l'époque qui vont s'intéresser au destin et à l'autodétermination du peuple grec. Mais plus personnellement, ce tableau est important pour moi parce que quand mon père arrive en France, immigré en 1964, gare de Lyon, et qu'il ne parle pas français, qu'il a juste une petite valise, quand on lui demande d'où il vient, comme il ne sait pas trop le dire, il montre la photo. Il montre la reproduction de ce tableau. Exactement, c'est une photo coupée dans un magazine et il dit moi je viens de là, sauf que les gars, à l'époque, dans le monde ouvrier où il était, comprennent pas trop ce que c'est. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant quelques années plus tard, enfin quelques décennies plus tard, d'avoir la chance d'exposer au Musée des Beaux-Arts et surtout de découvrir pour la première fois, puisque nous fêtons dans quelques semaines le bicentenaire du massacre de Missolonghi, ce tableau viendra de Bordeaux à Missolonghi. Pour moi, c'est hyper émouvant de vivre ça. Ah, c'est extraordinaire. Et j'aurais souhaité que mon père soit là pour le voir. Donc, à travers ses yeux, j'essaierai de le rendre hommage aussi. Et c'est aussi les 200 ans de la photographie. C'est très étrange, cette coïncidence, ce bicentenaire. Ouais, je trouve ça très, très étrange. Parce que la photo a fait partie de ma vie, encore une fois, grâce à mon père. Parce que quand j'étais à table, je prenais des photos imaginaires, comme ça. Je dis, oh, il y a des miettes de pain. Et puis un jour, à 10 ans, il m'offre un petit Kodak Instamatic, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les flashs carrés. C'est comme ça que je m'intéresse à la photographie. Est-ce que la photographie, c'est pour vous aussi une histoire de rencontre, de chance? Je pense que dans toute l'histoire de la photographie, si vous prenez Cartier-Bresson ou d'autres photographes, il y avait des techniques différentes. Vous parlez beaucoup d'émotions, justement. Est-ce que parfois vous êtes surpris vous-même par la photographie qui se dégage? Est-ce que parfois vous vous dites, mais c'est dingue, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je vais vous raconter une petite histoire, et je suis en plein dedans en ce moment, et ça m'a presque empêché de dormir, même à la veille d'un prime. En ce moment, dans quelques semaines, je vais présenter une de mes expos au Musée de l'Homme. Oui. Quand il a fallu choisir avec la patronne du Musée de l'Homme la photographie, et que j'avais proposé un certain nombre, des dizaines de photos, ils sont arrêtés sur une photographie que j'ai reconnue, on va dire, à Venise en janvier 2023. C'était une photo d'un couple de personnes âgées, tout droit sorti d'un film. Et en même temps, je m'approche, lui il discute avec la personne qui était à côté de moi, il la reconnaît, et puis moi je me cache un peu derrière, j'essaie de faire des photos. Et puis, cette personne, l'homme qui était là avec un chapeau, comme s'il sortait d'un film de Bogart, à un moment, je le vois au ralenti, c'est comme ça, sortir, mettre sa main dans sa poche, puis me prendre en photo avec un petit appareil. Et on en reste là. Je ne sais pas qui c'est. 3 ans plus tard, alors que le Musée de l'Homme décide d'utiliser cette photographie pour en faire une affiche, j'essaie de retrouver les traces de ces personnes pour demander une autorisation. Et je me rends compte que cette personne n'est autre qu'Italo Zanier. C'est la référence absolue de la photographie en Italie, dans l'histoire de l'art photographique, et qui a une vision de la photographie qui est à la fois anthropologique et en même temps qui est un témoignage des traces du temps. C'est génial, pourquoi je fais de la photo, quoi. Oui. Et donc je me dis, mais ça ne s'invente pas. Or, la puissance d'un cliché, c'est qu'il peut vous raconter une autre histoire bien plus tard. Là, en l'occurrence, c'est 3 ans plus tard, et qui te met le miroir de ce pourquoi le hasard photographique a fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Qu'est-ce qu'on peut montrer en noir et blanc qu'on ne voit pas en couleur? Moi, mes premières émotions photographiques, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, c'était des photos de, effectivement, Cartier-Bresson, Irving Penn, l'agence Magnum. Boineau, voilà, exact. Donc le noir et blanc était à l'époque aussi une façon de voir le monde. Et puis c'était aussi les photos en noir et blanc, des photos de famille, où les gens ne souriaient pas, où les gens n'avaient pas d'âge, parce qu'ils étaient souvent retouchés. Ces photos posées. Exact. Et quand ma grand-mère, Maria, à qui je demande un jour me dit qui sont ces gens sur la photo, mais il me dit c'est nous jeunes, tu ne nous reconnais pas, je réalise que ma grand-mère n'a pas toujours été âgée. Et que si elle était jeune, ça veut dire que je vais aussi vieillir et que mes parents vont vieillir et mourir par extension. Donc mon premier choc photographique est un choc purement temporel. C'est que je réalise le temps qui passe. Et mes premières émotions photographiques viennent de ces photos presque statue du commandeur dans le salon. Il n'y en avait pas beaucoup chez ma grand-mère, mais il y en avait suffisamment pour me dire « Ah, c'est un personnage qui me regarde, mais qui regarde qui? Est-ce que c'est moi qui le regarde ou est-ce que c'est lui qui me regarde en train de vieillir ?» Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la photo parallèlement à mon travail de journaliste il y a plus de 35 ans déjà. On va continuer à parler de votre passion pour la photo et pour l'art, mais comme chaque semaine, la Grande Galerie francophone vous présente sa claque de la semaine. Voici la claque. Et on démarre avec toi, Nathalie. Volontiers.
Vous aimez le Québec, Nikos? Évidemment. Mais bien sûr. Qui n'aime pas le Québec? Alors, ça tombe bien parce que je vous amène au Québec, mais également à Québec, qui est la capitale de la province du Québec, ne pas confondre, pour découvrir ou redécouvrir cette exposition incroyable qui est hyper réalisme. Ceci n'est pas un corps, qui est présentée en première nord-américaine dans l'un de mes musées préférés, qui est le Musée national des beaux-arts du Québec. Elle s'est arrêtée ici à Paris, elle est allée en Australie, elle est allée à Bilbao, et partout où elle s'est arrêtée, c'est une exposition qui a fait énormément jaser parce qu'elle est très troublante et probablement qu'elle vous fait réagir aussi, puisque justement, il est question de corps, il est question d'individus, et c'est troublant parce qu'on découvre des corps sous toutes leurs formes, des corps secs, des corps gras, avec toutes leurs aspérités, des poils, des capitons. Donc, ça nous renvoie à une forme de corps qu'on a moins l'habitude de voir, sans filtre, réaliste. Moi, ça me rappelle des expériences dans des saunas allemands, où tout le monde est nu. On n'a pas l'habitude de voir des corps nus. Donc, c'est très Tu veux nous raconter quelque chose, Nathalie? Absolument. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ces corps normaux, puisqu'on voit que des corps lissés et artificiels à la limite. Donc, c'est super intéressant et c'est aussi une occasion de voir justement comment l'évolution de la représentation du corps s'est déroulée au fil des années, puisque ce sont 25 artistes internationaux qui présentent leur travail depuis les années 70. Donc, hyper réalisme, ceci n'est pas un corps. L'occasion de visiter le Québec et sa capitale, Québec. Québec. À propos d'hyperréalisme, vous cherchez la réalité ou une forme de réalité à travers vos photos ou pas? Dans l'hyper-réalisme, en tous les cas sur le plan... L'un des drames d'aujourd'hui, c'est qu'on parle de preuve par l'image, mais qu'on ne peut plus s'y fier à l'image. Oui, parce que de toute manière, c'est devenu un alias, et parfois c'est juste l'ombre de la caverne de Platon. Moi, je pense que l'allégorie de la caverne de Platon est aussi ce que nous vivons au quotidien, c'est-à-dire qu'on voit des choses sur une tablette, sur un téléphone, et on considère que Ce sont des reflets sur les murs de la caverne. C'est une projection. Or, pour accéder à ce qu'il y a derrière les flammes qui ne projettent que le mouvement des personnes qu'il y a derrière nous, il faut les traverser. Et si on veut sortir de la caverne pour aller trouver la lumière du jour, on risque de perdre la vue parce qu'il faut le faire par étapes. Et nous vivons avec des alias permanents, des projections et de la représentation. Et j'en fais partie aussi, puisque je suis dans les médias. Évidemment, ce n'est qu'une image qui bouge dans la petite lucarne. Donc, je connais les limites de la chose. Maintenant, l'hyperréalisme, c'est aussi une forme de surréalisme. C'est-à-dire que dans les littératures, l'hyperréalisme était une autre façon de rire avec la réalité qu'une interprétation. Donc, moi, j'aime bien ça. Mais sur le plan photographique, c'est très difficile à faire, ce que je viens de voir. C'est encore un autre choix, mais c'est très intéressant. Lauriane, ta claque? Bah oui, claque, Ali, comme le bruit d'un livre qu'on referme, puisque j'ai eu un coup de cœur pour l'un des ouvragé, c'est le cas de le dire, de Brian Detmer. Lui, c'est un artiste américain. Il est installé à New York et son obsession, à lui et à moi d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tombée dessus, ce sont les livres. Mais attention, lui, il ne les écrit pas. Il les détaille, il les sculpte. Il prend des encyclopédies, des dictionnaires, des manuels scientifiques et il les incise page après page avec un scalpel, et en fait il révèle des mots qui étaient cachés, il fait des sortes de sculptures, il ça, c'est un livre. Et palimpseste, en fait. Exactement, ou alors même parfois des sortes de memento mori. Et ces œuvres ont été dévoilées dans des institutions majeures, donc le Smithsonian ou le MoMA de Géorgie, parfois même intégrées à des collections permanentes. Donc c'est beaucoup plus qu'un hobby, il est vraiment considéré comme un grand artiste. Et ce qui me fascine en fait là-dedans, c'est sa façon de transformer l'expérience de la lecture. Au lieu de se dire j'ouvre un livre et je vais me plonger dans un univers, eh bien c'est l'univers qui nous attrape alors qu'on n'avait pas prévu d'y aller. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est ma claque de la semaine. Merci Lauriane. C'est fascinant. Fabrice, ta claque? Ma claque, c'est un photographe aussi, mais un photographe qui a fait sortir la photographie que je connais très bien, qui a fait sortir la photographie dans la rue en très grand format. C'est JR. Ah, ouais, je l'adore, JR. Et il faut dire d'ailleurs que Fabrice est l'un des premiers à l'avoir repéré, l'un des premiers à l'avoir interviewé, l'un des premiers à l'avoir mise en avant. Le flair. Bravo. Et c'est une claque à venir parce que en juin prochain, JR veut rendre un hommage à Christo et Jeanne-Claude qui, en 1985, il y a 40 ans, avaient enveloppé le Pont-Neuf. Et moi, j'étais tout jeune, mais je me souviens... Avec du tissu. Avec du tissu, je me souviens de cette expérience inouïe où nuit et jour, on en voit une image, aller boire un verre de vin et
tous les sons étaient un peu atomisés, réduits, une expérience vraiment unique. Et toutes les œuvres de Christo que j'ai pu voir d'emballer dans le monde, à chaque fois m'ont fasciné. Et bien là, JR, pour rendre hommage à Christo, avec qui il était devenu ami à la fin de sa vie, ne va pas non pas emballer le Pont Neuf, mais il va le gonfler. Le C'est-à-dire- gonfler. Oui, il le recouvre d'une structure gonflable, et cette structure gonflable va être recouverte également de papier, la trame photographique de JR, mais qui va représenter de gigantesques rocs, de gigantesques pierres, pour rendre un hommage à Paris, qui a été construit à partir des carrières de pierre, et le Pont Neuf également. C'est le Mais plus vieux pont surtout- de Paris, malgré son nom. Exactement. Mais surtout, il va créer une caverne de Platon, puisque vous savez qu'il y a à peu près un an, il a, À l'opéra. avec l'opéra, Ouais, bien sûr. il, À Garnier, il a fait à Paris. référence aux grottes magiques et aux cavernes de Platon, et on pourra y pénétrer à l'intérieur avec une installation absolument démente qui va raconter entre guillemets l'histoire des grottes ça sera nuit et jour, et je pense que vraiment les gens vont avoir une expérience énorme. On attend ça va être l'événement mondial, on attend jusqu'à 11 millions de visiteurs. Et j'en profite pour vous poser une question Bien sûr. qui est importante par rapport à votre travail. Bien sûr. JR est un photographe qui, lui, tire un seul exemplaire de chaque photographie, de projet qu'il a réalisé. Vous, en tant que photographe, vous les tirez à combien d'exemplaires, vos photographies, et qu'est-ce que c'est que le marché de l'art Pour moi, pour vous? je le découvre parce que je n'ai pas fait ça pour cette raison. C'est-à-dire qu'au départ, alors j'ai exposé dans des galeries, ça m'est déjà arrivé, et parfois j'en ai vendu, mais j'étais jamais à l'aise avec ça. Ah oui? Je sais pas, je me disais, je ne veux pas rentrer dans la cote, je ne veux pas rentrer on va dire dans le commerce de la photographie. Me dire que je veux aussi rentrer et avoir une part du gâteau. Au départ, j'ai eu un complexe vis-à-vis de ça. Alors maintenant, ça m'arrive d'en vendre, surtout de les mettre à disposition de causes et de vente aux enchères. Oui, ça vous est arrivé régulièrement. Mais pour moi, le plus important, c'était pas d'avoir une cote et d'être reconnu comme photographe, mais surtout d'avoir suffisamment de matière pour raconter plus tard une histoire. Mais on adore mettre les gens dans des cases. Bien Et sûr. alors, journaliste, animateur, télé, Bien sûr. bon, mais... Tout. Oui, Oui, mais quand est-ce que vous avez été reconnu par vos pairs? Alors, plutôt que de demander la reconnaissance de mes pairs, surtout sur le plan, on va dire, de la valeur marchande, ce qui Oui. m'intéressait, c'était d'avoir accès à mes pairs et de discuter avec eux et de raconter des histoires avec eux, comme je l'ai fait avec Sabine Weiss, par exemple, ou Yann Arthus Bertrand et bien d'autres. Et vous parlez beaucoup des sensations physiques que vous avez quand vous prenez des photos, et finalement le moment d'appuyer sur le déclencheur, c'est le moment où vous sentez qu'un truc s'ouvre. Pour quelqu'un qui est autant dans la lumière que vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être derrière l'objectif et d'être un peu caché? Enfin, finalement, même le fait d'avoir un gros appareil comme ça cache votre visage. C'est une Ouais. catharsis. C'est une forme de catharsis. Oui. C'est une forme de... Vous savez, ceux qui sont dans la lumière en général, à la télé ou ailleurs, les acteurs, ou même les sportifs, souvent ont une petite voix en eux qui dit « Est-ce que je suis légitime ?» C'est pas parce qu'ils sont sûrs d'eux qu'ils sont devant. Je suis sûr que ça vous parle. C'est pas parce que on se dit « Mon public m'attend ». D'ailleurs, quand j'entends quelqu'un dire ça, même chez les jeunes qui chantent dans mes émissions, ça n'existe pas, mon public. C'est le public, et tu as de la chance de passer aujourd'hui. Passer derrière l'objectif, c'est de raconter une autre histoire, mais de raconter peut-être qui je suis à travers ce que je ressens. Et c'est une dame qui m'avait dit ça quand j'avais exposé à la Conciergerie. C'est une grande expo, et je me sentais pas, j'avais honte. En même temps, j'étais fier. Et puis de l'autre côté, C'est un endroit incroyable, en plein Incroyable. cœur de Paris. et les photos étaient immenses. Et je me suis dit, mais bon, il y en a plein qui vont dire qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, etc. Je vous dis tout. Et en fait, il y a une dame qui est venue me voir à la fin. Je me cachais pour observer le regard des gens sur les photos. Oui. Alors qu'il n'y a pas plus impudique dans l'absolu que de te dire je suis devant des gens, devant des millions, et je parle sur une scène. Mais en fait, je me sentais plus mal à l'aise là. Mise à nu. Et il y a cette dame, elle me dit, mais vous cachez pas, monsieur, je vous ai vu. et je lui dis, mais alors Elle me dit, mais maintenant, je sais qui vous êtes. Mais est-ce que Ah, finalement, c'est pas mal, c'est bon. Elle a dit ça. C'est est-ce que magnifique. finalement, quand vous êtes devant la caméra, c'est le monde des apparences platonicien, et est-ce que quand vous êtes derrière, c'est la sortie de la caverne, si on file l'allégorie de Platon? D'une certaine façon, et en même temps, quand je suis devant, j'essaie de ne pas être faux. C'est-à-dire, on connaît le cahier des charges, on sait pourquoi je suis là. Et en même temps, c'est une forme de lien et de spectacle. Mais derrière, je suis libre. En réalité, il n'y a aucune posture.
Et encore plus, C'est génial de pouvoir le dire quand on a été justement journaliste dans des formats Bien sûr. télévisés énormes, des dispositifs considérables. oui, mais on a un cahier des charges qui découle de la promesse que nous faisons, que ce soit dans l'info, que ce soit dans le divertissement. J'ai fait les deux. Oui. Mais là, en fait, j'ai personne qui me dit « Attends, je veux telle photo pour que ce soit en double, en ouverture ». J'ai bossé avec Ça Gala, doit avec faire Match. peur, d'ailleurs, d'être votre propre rédac-chef. Ouais, mais ça t'oblige à ne garder que l'essentiel. Et quelle photo vous n'avez pas fait encore et que vous rêvez de faire? Est-ce que vous avez un saint Graal, que ce soit une personne, une personnalité, un lieu? J'aurais aimé photographier Nina Simone, qui est l'artiste Ah oui. que j'écoute en boucle depuis des décennies, mais je n'ai pas eu cette opportunité. Je sais pas, la prochaine peut-être. C'est trop facile de botter en touche, mais Non, en mais fait, la photo que vous n'avez jamais pu prendre, c'est il y en une a- très belle réponse. il y en a, oui peut-être. Il y en a eu plein. Souvent d'ailleurs quand j'allais interviewer des gens et qu'il y avait tous les photographes et je me disais bon est-ce que je tente, est-ce que je vais... Tu vas voir un concert des Stones par exemple et, Oui. et ils sont tous là et moi je prends mon appareil et je m'approche et je me dis mais il faut pas te mettre là où ils sont parce qu'eux ils bossent, pas toi. Donc tu te décales et t'attends. Avec un peu de chance, il y a Mick Jagger qui va sortir de ce côté-là. Il sort, tu la prends, elle est nulle. Tu l'as ratée, mais tu as essayé. Ce qui compte, c'est d'essayer. Si j'ai des certitudes, comme j'en ai sur le plan, par exemple, de l'animation ou d'une méthodologie plus journalistique, j'ai l'impression que je travaille, alors que l'espace-temps, quand je fais de la photographie, n'est pas un espace-temps de travail. C'est un espace-temps autre. Je suis là et je ne suis pas là. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. La minute, elle peut durer très très longtemps. Et en même temps, une attente dans un champ d'olivier peut durer 1 minute, alors que je suis là depuis 5 heures. Donc c'est pour ça que je fais de la photographie aussi. Ta claque, Margot? Moi, je célèbre un anniversaire cette semaine. C'est les 50 ans de la collection de l'art brut, qui a son musée dédié à Lausanne. C'est un musée qui a été créé par Jean Dubuffet, qui a inventé aussi l'expression de l'art brut. On en a pas mal parlé ces dernières semaines dans l'émission. Alors, on rappelle la définition de l'art brut. Alors, l'art brut, c'est l'art de tous les artistes qui s'ignorent. C'est les marginaux, les autodidactes, les malades mentaux, des prophètes un peu loufoques qui veulent sauver le monde. C'est tout un tas de gens qui réalisent des œuvres époustouflantes d'intelligence et qui sont vraiment découvertes à la faveur du hasard. Et Jean Dubuffet, Sans le savoir. sans le savoir, exactement. Et Jean Dubuffet, il avait une passion pour cet art hors norme, cet art qui ne répond pas à l'académisme, hors de toute rigueur, hors des musées, hors des écoles. Et il écumait comme ça les salles polyvalentes des asiles de fous pour découvrir des artistes fabuleux. Et Oui. il les a collectionnés méticuleusement. Il a réuni 5000 œuvres et il a fini par toutes les léguer à cette collection de l'art brut. Il y a beaucoup d'artistes que vous pouvez découvrir là-bas. Le plus connu, je pense que ça parlera à tout le monde, c'est le facteur Cheval qui avait réalisé son palais idéal dans son potager. Un facteur qui avait passé sa vie à construire un palais extraordinaire. On le voit à donc, l'écran, oui. c'est l'anniversaire de cette collection. On peut découvrir une expo dédiée à l'anniversaire jusqu'en septembre. Et je vous encourage à aller découvrir cette forme d'art qui nous rend très vivants et qui est pleine de vérité. Une énorme claque. Ouais. Merci, Margot. Et on va terminer avec toi, Charlie. Charlie, ta claque de la semaine? Eh bien, pour une fois, c'est une claque qui n'est pas que visuelle. Ça se passe à Zadar en Croatie et c'est l'architecte Nikola Basic en 2005 qui a construit cet orgue aquatique qui a le même fonctionnement qu'un orgue à tuyaux, seulement ce n'est pas du vent mais c'est la mer qui remplit les cavités. Donc tu t'installes sur la dalle et tu écoutes la musique jouée par les vagues. Donc c'est une musique qui est constamment différente, c'est jamais la même chaque jour. Voilà. Merci, Charlie. Nikos, vous restez avec nous, l'émission continue. On va maintenant retrouver notre expert maison, Alex Vizorek, qui s'intéresse à l'un des dieux de la peinture, Rembrandt, tout simplement. Le musée des Beaux-Arts de Draguignan consacre à Rembrandt une grande exposition. Et avant d'aller la visiter, si vous n'avez pas toutes les bases, regardez ça, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un artiste peu connu, un peintre batave un peu confidentiel, Rembrandt. Rembrandt, c'est un prodige à 20 ans, une star à 30 ans et ruiné à 50 ans. Bref, la carrière d'une rockstar, mais au XVIIe siècle. On le voit ici, dans un autoportrait, avec cette question, mais pourquoi porte-t-il son slip sur sa tête ? L'un des tableaux les plus célèbres, évidemment, La Ronde de nuit, qui au départ était une scène de jour. Le tableau s'est assombri avec le temps.
peut-être que dans quelques années, ce sera un soulage. Voyons d'autres tableaux. Ici, par exemple, le philosophe en méditation. Et si vous voulez mon avis, la question qu'il se pose, c'est ne devrais-je pas rajouter une rampe à cet escalier? Rembrandt est aussi un génie des portraits. Ici, l'abbé Pierre réalisant qu'en fait, on sait tout. L'un de ses tableaux les plus célèbres, celui-ci, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Vous noterez que c'est une époque où les internes en médecine ne portaient pas les charlottes sur la tête, mais autour du cou. Allez, on va tous voir Rembrandt au musée des Beaux-Arts de Draguignan. Il faut mettre en avant la culture batave. Vanilla. Merci Alex. Fabrice. Non, globalement, ce qui vous intéresse, votre regard, c'est toujours en décalage. C'est-à-dire que vous vous intéressez à ce que les touristes ne voient pas, c'est-à-dire aux habitants, aux artisans, aux gens qu'on ne regarde pas d'habitude. Votre travail qui va être exposé au Musée de l'Homme sur les vieux, c'est ceux qu'on ne regarde pas. Moi, j'ai eu une discussion avec des personnes âgées je dis, mais ça te fait quoi d'être vieux? Et on me dit, la plus grande horreur quand on est vieux, c'est qu'on ne nous regarde plus. Et vous regardez ce qu'on ne regarde pas. C'est vraiment votre axe, j'ai l'impression, votre obsession mentale. Ma femme, qui est psy, elle dit c'est ta culpabilité de quelqu'un qui est dans la lumière. Et en fait, peut-être, quelque part, mais ça n'est pas que ça. J'en ai jamais parlé et je vais vous le dire. Quand je photographie, c'est comme si j'étais déjà mort. Pardonnez-moi cette image qui est un peu extrême, mais... Qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est comme si je n'étais plus là et que je revenais juste pour ne garder que l'essentiel. Au-delà de nos postures, de nos certitudes, de voir aussi ce qui est de passage. Quand je photographie une personne âgée, en fait, je vois une jeune femme ou un jeune homme qui ne se rend pas compte que ça va passer vite, qui est déjà dans l'insouciance de sa jeunesse, qui va faire sa première communion, qui va faire sa fête, qui va avoir son premier rendez-vous. Et quand je vois une dame très ridée, fatiguée par la vie, qui porte les traces de ses épreuves sur son visage, tel un palimpseste dont on parlait, je me dis, mais elle a eu le coup de cœur du premier amour aussi. Elle a été regardée par tout le monde. Elle était fière d'aller au bal de l'année. Sauf que je n'ai pas envie qu'on l'oublie. Et comme je ne suis plus là, je veux lui signifier que je vois qu'elle a été, qu'elle a existé. Et à l'inverse, quand je vois un jeune homme débarquer sur de l'huître, comme on en a vu là dans les photos exposées à Québec, si tu savais ce qui t'attend, mec. C'est comme si j'étais plus... En fait, quand je prends l'appareil photo, c'est comme si je n'étais plus là, en fait. Comme si, alors sans jugement, juste comme si l'espace-temps que j'allais rechercher était celui à la fois d'une finitude, en même temps de quelque chose de plus universel, de plus suspendu. Ça remet tout à plat, en fait. Oui. Ça remet tout le monde sur un pied d'égalité. À commencer par ma propre existence. Merci en tout cas de partager ça avec nous. C'est extrêmement précieux, c'est très fort. Et on sent cette tradition humaniste à laquelle vous appartenez. Vous restez avec nous, Nikos. On accueille tout de suite Arabelle Rey dans la Grande Galerie francophone. Salut Arabelle et bienvenue. Tu viens régulièrement nous parler des artistes que tu as découverts aux quatre coins du monde. Bienvenue. Tu reviens tout juste du Mexique et tu voulais justement nous en parler. Voilà, effectivement, la scène mexicaine est très très riche. C'est vrai que quand on pense au Mexique, on pense évidemment aux grandes stars de l'histoire et du passé, c'est-à-dire Frida Kahlo, Diego Rivera. Mais il y a une scène très bouillonnante de très jeunes artistes qui sont absolument formidables, que je conseille de suivre. Et ce sont des artistes qui sont très ancrés dans leur époque et qui parlent beaucoup du déséquilibre du monde. Alors j'en ai trois. Je vais commencer par José Davila, qui est un artiste que je suis déjà depuis une dizaine d'années et que je conseille à mes collectionneurs depuis un moment, qui a une analyse extrêmement fine du monde d'aujourd'hui. Il fait des sculptures qui ont l'air comme ça assez silencieuses dans le fond, mais quand on les regarde, on retient notre souffle parce qu'elles sont totalement au bord du déséquilibre. Et on se demande comment elles tiennent. On se demande comment elles tiennent. C'est justement une espèce de métaphore
métaphore physique de l'équilibre extrêmement précaire de notre monde d'aujourd'hui. Autre artiste? Alors, autre artiste, c'est Ana Segovia, c'est une jeune peintre qui questionne, c'est très intéressant, la masculinité mexicaine, la vision de l'homme et de la virilité au Mexique. Elle est très très façonnée depuis des années par les westerns. Alors il y a les westerns américains évidemment où l'homme est toujours très dominateur. Et puis il y a également le western mexicain qui a eu ses années d'or dans les années 30-50 et qui montre un personnage qui s'appelle El Charro. Il chante. Ouais. Et puis il a des états d'âme, il pleure parfois de temps en temps parce qu'on lui brise le cœur, mais en même temps il est toujours très propre sur lui, il a des beaux costumes, il est très fier et puis il porte des valeurs quand même de loyauté, des valeurs de famille. Ça reste très ancré dans la culture et donc elle questionne avec son travail justement ce qui reste de cette masculinité. Le ce qui genre, reste de l'identité. l'identité du genre, l'identité masculine aujourd'hui. Comment est-ce que ces jeunes qui ont été formés et forgés par toute cette culture aujourd'hui se reconnaissent encore dans un monde qui a changé. Ouais, le regard social. Et puis tu as découvert un sculpteur également, Arabelle. Alors un autre sculpteur qui est formidable qui s'appelle Dario Escobar, qui est d'origine du guatémaltèque, mais qui vit au Mexique depuis très longtemps. Lui, c'est un sculpteur qui s'inscrit un peu dans la lignée de Duchamp, c'est-à-dire qu'il se réapproprie des objets qu'il va récupérer au rebut. Par exemple, ces tables de camping, à qui il donne une deuxième vie. Donc là encore, c'est une métaphore de la vie. C'est-à-dire que même quand la vie a l'air foutue, qu'on a eu des échecs, qu'on a été malmené, eh bien, il peut y avoir une seconde vie, il faut y croire. Et ces objets, ils leur redonnent une dignité. Alors, on a des contenants de brouettes qui va redorer à la feuille d'or. En fait, c'est un déplacement de l'objet. C'est-à-dire qu'on lui change sa fonction et on lui donne un autre aspect. Et alors, il s'interroge beaucoup sur le sport et la violence des outils du sport. Le football, évidemment, au Mexique, c'est très au important. Mexique, c'est fondamental. C'est un sport qui non seulement rassemble la ferveur, mais rassemble aussi beaucoup de violence. Et il va y avoir, comme vous savez, au mois de juin, le mondial de football au Mexique. Et on chuchote qu'il est en train de faire une très grande installation qui sera posée devant le stade Azteca, qui est le grand stade, qui a été construit en 68, devant lequel il y a une grosse sculpture de Calder. Et il va faire une sculpture en contrepoint de celle de Calder, qui va ressembler un peu à celle-là. Il a repris des buts de football qu'il a récupérés à nouveau au rebut dans les stades qui vont être rénovés pour l'occasion. Et il va faire une sculpture qui ferait, d'après ce qu'on entend, 30 mètres, qui sera évidée évidemment dans son centre, comme celle-là. Oui. Et il a calculé la course du soleil pour que le soleil arrive au milieu de la sculpture le 11 juin à 16h, qui est le moment où les matchs vont être annoncés, quand l'ouverture des Jeux sera annoncée. Donc on attend de voir. C'est absolument passionnant. Nikos, un mot de commentaire. Vous vous sentez plus à l'aise au milieu des ruines de l'Antiquité grecque ou dans un musée d'art contemporain où on voit justement des innovateurs, des artistes émergents essayer de réinventer l'art? En fait, il y a l'imagination, ce que vous appelez vous des ruines, pour moi, c'est mon ADN. C'est l'ADN. Bien sûr. Ce ne sont Ce pas monde disparu, un monde englouti quand même. Mais vivant de par... vous savez, l'invisible ne veut pas dire que ce soit absent. C'est-à-dire quand je vais à Delphes ou quand je vais effectivement dans des temples dont il ne reste pas la superbe d'avant, il y a quand même ce pourquoi ça a été construit. Donc ça fait que effectivement il y a un engagement. Et un musée, oui, si c'est aussi une forme d'engagement, si c'est autre chose que une démonstration poussiéreuse. Tout à l'heure, l'artiste dont vous avez parlé, le premier, comment il s'appelle ? José Davila. Extraordinaire. Lui, il est purement dans l'archétype de Sisyphe qui pousse son rocher avec la pesanteur de notre existence, et on se demande... L'équilibre, bien sûr. Voilà, comment on est encore là et que tout n'a pas encore pété, alors qu'on n'est pas loin souvent. Donc c'est magnifique. Donc je pense que je suis les deux. Vous restez avec nous, Nikos. Il est temps maintenant d'aller rejoindre l'actualité de la culture. C'est la petite galerie et c'est signé comme chaque semaine par Karim Rarbage. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec l'alu de la semaine, Thomas Deininger, un artiste américain qui fabrique ses sculptures très stylées. Alors oui, vu comme ça ressemble à pas grand chose, mais c'est juste qu'on n'est pas dans le bon axe, parce que si on pivote un peu et qu'on se met pile dans le bon angle, tout s'éclaire et l'œuvre se révèle à nous.
C'est hyper fort. Thomas, il compose ses œuvres comme des tableaux en volume, pensés pour un point de vue précis. Mais le twist est encore ailleurs, puisque chacune des pièces qui composent ces sculptures a directement été chinée à la poubelle ou à la décharge. La meilleure description, c'est de la peinture avec des déchets. Et s'il ne sculpte que des animaux, c'est pas pour rien. Il a un message très clair derrière tout ça, une critique frontale de la surconsommation et de la pollution domestique. On est complètement foutus. Nous, on adore tout, le résultat, la démarche, le bonhomme. Thomas Dalinger, c'est l'alu de la semaine. Et on continue avec le Fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Connor Bainty, aussi connu sous le nom de Fipstuff sur les réseaux. Son truc, c'est les collages. Connor, il découpe ses éléments au scalpel dans des vieux magazines, des pubs, des affiches vintage ou des livres. Puis il détourne, assemble, déchire et recolle tout ça pour créer des œuvres uniques. C'est abstrait, poétique et onirique. Connor, il a une vraie identité visuelle, on reconnaît tout de suite son travail et quelque part, il nous décomplexe un peu, même si c'est ce genre de gars qui fait des podcasts avec un verre de rouge à la main. Il nous montre que pour faire de l'art, il faut pas forcément une technique de malade mental, un peu d'imagination peut suffire. Fipstuff, c'est notre fololo du jour. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente l'artiste canadienne Soo-Gwen Chung. Ouais, Soo-Gwen, c'est une peintre. Elle fait ses tableaux très très cool. Mais Soo-Gwen, c'est aussi une bosse en informatique et depuis de longues années, elle entraîne des bras robotiques articulés à apprendre et répliquer son style et ses techniques de peinture. Ce n'est pas l'homme contre la machine, mais plutôt l'homme avec la machine qui brouille ensemble les frontières. Yes, et depuis qu'ils en sont capables, elle bosse en collab avec eux. Fascinant, et la performance réside tout aussi bien dans l'œuvre finale que dans le processus. C'est presque vivant, presque organique. Alors oui, il y a un peu d'IA là-dedans, mais c'est quand même assez différent d'un rendu généré par un simple prompt. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Il est temps maintenant, Nikos, on a la chance d'avoir avec nous l'un de nos grands historiens d'art, Hector Obal, qu'il va nous parler du peintre Jacques-Louis David. C'est le 5 minutes chrono. Jacques-Louis David, vous voyez qui c'est? Le peintre le plus difficile à apprécier de toute l'histoire de la peinture. Il passe pour le chef du néoclassicisme. On est aux antipodes de notre idéologie d'aujourd'hui qui veut que tout soit moderne. D'ailleurs, quand il a commencé, il était un peintre moderne. Quand il a commencé, c'était un peintre un peu rococo. Qu'est-ce que ça veut dire rococo? Ça veut dire qu'il y a du mouvement, il y a plein de couleurs, il y a plein de, comme si c'était des coussins, etc. C'était la peinture aristocratique. Et puis quand il a non plus 26 ans, mais 36 ans, il fait son premier tableau néoclassique. Et c'est le jour et la nuit à comparer, voyez-vous. C'est le jour à la nuit. D'abord, pourquoi? Parce que là, d'abord, ils se tous traînent tout droit, sauf quand ils pleurent, alors que dans l'autre, regardez bien, ils ont tous l'impression qu'ils vont tomber, alors qu'il s'agit d'une scène tragique, quoi qu'il arrive. Et j'arrive au tableau néoclassique. Et là, on arrive à un chef-d'œuvre néoclassique de ce fameux David, qui représente le sacrifice, ou plutôt le fait que le père, il s'agit de la bataille des Curias et des Orias. C'est très compliqué à expliquer, mais je m'en fous, je vais faire comme si vous le savez. Le père des Curias dit il faut aller se battre contre les Horaces doivent se battre contre les Curias. Malheureusement, leurs sœurs sont mariées avec des Curias. Donc c'est un thème tragique, d'accord? Et elles sont là. D'ailleurs, c'est typique de cette époque. Dans le néoclassicisme, les femmes incarnent le sentiment, la compassion. Les hommes incarnent la virilité, le courage. C'est comme ça. Et on voit bien, ce qui est très très beau là-dedans, évidemment, c'est comment est-ce qu'il découpe les personnages. C'est pas du tout rococo, ça. Continue, on voit les trucs, là, vous voyez. T'as 3 épées, t'as 3 bras, plus 2 bras, ça fait 5 bras. Continue. Comment tout cela est découpé. Tout cela, finalement, règne dans le vide. Et c'est le vide qui fait la grandeur des tableaux de ce David qu'on n'a pas fini de regarder. Et là, je passe à d'autres tableaux. Là, il s'agit quoi? Du sacrifice, si je puis dire, de Socrate. Socrate, c'est celui qui doit se suicider parce qu'il a désobéi aux règles de la République. La ciguë. Et il doit boire la ciguë. C'est une concoction d'un poison. Pourquoi est-ce qu'il tourne le doigt vers le haut? Parce que les idées doivent toujours triompher. C'est comme ça, voilà. Ouais. Parce que l'âme, elle est plus grande que le corps. Parce que la philosophie doit être au-dessus de tout ce que vous voudrez. Et regardez la tête de Poupin qu'il a. D'ailleurs, c'est pas mal, sa tête de Poupin. Parce que personne sait
à quoi ressemble Socrate. Alors il est allé trouver une sculpture qui date de 5 siècles après que Socrate ait vécu, et en effet, il a la même tête. Je trouve ça pas mal de la part de David. Je le félicite. Et maintenant, je regarde comment est-ce que les mains se placent. Ça, c'est beau. Ça ressemble aux mains qu'on a vues tout à l'heure. Là, tout d'un coup, il y a le règne de la présence de la chair humaine dans le vide. Ça, même Caravage, il fait pas ça. Petite parenthèse. Et puis tu continues, et alors tout le monde se lamente, ils sont là, lui il se lamente auprès d'un mur de lamentation improvisé, et là vous avez Platon, qui est l'élève de Socrate, qui normalement devrait avoir 29 ans ou 28 ans, mais bon, il fallait qu'il soit vieux, donc il l'a fait vieux, et puis voilà. Je continue parce que j'ai vraiment pas le temps. Si je passe... là, tout d'un coup, c'est intéressant. Tout d'un coup, vous avez un tableau. Je les montre chronologiquement. On va dire un peu plus rococo par le thème. Tout d'un coup, c'est pas quoi. C'est les amours de Paris et de Hélène. Comme vous savez, ce sont les deux qui vont provoquer la guerre de Troie. Mais oublions cette chose-là. C'est assez... C'est peut-être pas rococo, mais enfin, c'est porcelané. C'est quand même... Il y a un côté, quand même, boîte de chocolat là-dedans. Mais on voit bien qu'il a fait un mélange, si vous voulez, entre le rococo et le néoclassique. Voilà. C'est propre à David de faire un truc pareil. Continue qu'on voit le truc là. Regarde là, cet arc-en-ciel de couleurs là. C'est-à-dire que c'est par le désordre des drapés, c'est rococo, par les angles droits qu'il y a à tous les coins de ce genre de tableau, c'est néoclassique. On va passer à la suite. Et là, c'est pas mal parce que personne ne comprend ce tableau. Ou plutôt, quand j'étais jeune, vous comprenez peut-être, mais quand j'étais jeune, je pensais Sabine, enlèvement des Sabines. Ah, les pauvres Sabines, on les a enlevés des Sabins pour les Romains, les ont enlevés des Sabins pour les épouser, en les forçant à l'épouser. Alors l'histoire que raconte là, c'est le deuxième épisode. C'est au moment où les Sabins qui viennent des Sabines se vengent. Donc ils arrivent et ils disent non, les Romains, tu vas pas nous prendre nos femmes. Sauf que c'est trop tard, parce que les femmes, elles ont déjà épousé les Romains. Et donc elles font quoi? Elles séparent, exactement comme les épisodes précédents, elles séparent leurs frères de leur mari, de leur nouveau mari, parce que maintenant il y a des enfants. Et donc les femmes sont là pour dire stop à la guerre. Et c'est exactement ce qui se passe. Et dans ce tableau magnifique, avec toutes ces femmes-là, qui sont là en train de montrer, en train de faire pitié, soit à leurs frères, soit à leur mari, qu'il ne faut pas se battre, et tout d'un coup, ils exhibent leurs enfants. Et voilà, ils exhibent les enfants, c'est quand même... Non, vous n'allez pas me tuer mon enfant, c'est votre enfant, voilà le message implicite. Là, c'est pareil, elle est superbe, celle-là, elle est superbe. Elle est même assez sexy, je dois dire. Surtout si vous regardez qu'elle n'a pas de culotte, c'est assez étonnant quand même. Continue encore, c'est même incroyable quand on y pense, voilà. Voilà, pour moi, c'est meilleur que Delacroix. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu continues, regarde ça, regarde les femmes là, et regarde les cheveux là, les cheveux qui sont nacrés de cette femme. Il y a vraiment un style, il y a vraiment une touche, il y a vraiment une façon de peindre particulière à David. Tu continues, et regardez les chevaux là. Ça, c'est à la fois la grandeur et un peu la faiblesse, mais quand même la grandeur de David. C'est que là, tu vois, quand il fait les cheveux, il leur fait des cheveux satinés à la crinière. Exactement les mêmes cheveux satinés qu'il avait fait à cette personne-là. Là, on voit quand même qu'il y a un vrai peintre. Voilà. Je dis que c'est une grandeur de faire ça parce que les autres n'ont pas ce sens du style. C'est peut-être une faiblesse parce qu'évidemment, Velázquez, il ne ferait pas ça du tout parce qu'il ferait à chacun sa tignesse, mais c'est pas grave. Continue. Et là, j'en arrive presque à la fin et à la conclusion de mon épisode. Au moment où c'est la fin de Napoléon, 1815. Et là, il ne fait que des tableaux néoclassiques qui ressemblent à des bonbonnières, je dirais. C'est la décadence complète de son art. Il fait que des merdes, mais que des merdes. Regardez-moi ça. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vais vous en convaincre une dernière fois parce que c'est là où on voit tout d'un coup la différence. C'est-à-dire que regarde-moi ça n'a aucun sens. Ce sont des couvertures de trucs de chocolat. Si Nikos te demande si c'est une œuvre de commande. Oui, à droite. Mais il peut très bien le demander, mais toutes les œuvres sont de commande. Donc il n'y a pas d'excuse pour David, d'accord? Regarde, je termine sur le meilleur. Le meilleur, c'est ça. Et là, vraiment, vous allez sentir ce que c'est que la peinture. Regardez cette femme, comment elle se tient. Ça n'a aucun sens, comment elle se tient. Il n'y a aucune noblesse dans son maintien. Regarde notamment les deux qui sont à côté. Vas-y, et compare-les avec celle-là. Compare-les avec celle-là. Comment est-ce que celle-là, elles ont essayé de s'entrelacer sans y arriver. Et là, c'est juste, avec rigueur et avec angle droit, la perfection et de la géométrie et du grand art. C'était David. Merci. Bravo. Bravo. Bravo, Hector. Hector Obalt vient nous rejoindre. Très impressionnant. Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Il faut absolument aller voir Hector sur la scène du Théâtre Libre. C'est le lundi. Hyper impressionné. Ah, mais c'est vraiment impressionnant. Oh. C'est vrai que la représentation des personnages illustres, alors il y a différents niveaux de célébrité, Nathalie. Ben, les célébrités, moi je reviens à la photo parce que c'est quand même quelque chose, c'est notre fil conducteur. Vous faites quelque chose que j'ai rarement vu sur des plateaux de télévision. Donc, on le disait, vous animez parmi les émissions les plus importantes. Ici, vous êtes Prime, c'est ça, Prime?
Nous, on dit grande écoute. Donc, au Québec, Vous êtes plus juste. Nous, on dit voice, vous dites la voix. hein. Exactement. Donc, Star Academy et la voix. Et où vous dégainez comme ça sur le plateau votre téléphone, comme ça, pour prendre des photos avec les candidats, avec les invités. Et je me demandais, mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces photos? En fait, je propose une autre caméra, une autre photographie. C'est-à-dire que comme on est connecté et que les gens regardent aujourd'hui la télévision, peut-être même au moment où nous parlons, en commentant sur les réseaux sociaux, c'est une façon aussi de leur donner un autre angle et une autre entrée éditoriale, artistique par extension, si quelqu'un considère que c'est de l'art à ce moment-là, une autre lumière, un autre portrait. Puisqu'on parle de la Starac, on sait que tu adores chanter, Nikos. Ouais. Si Charlie, par exemple, s'y met, te fait un air au piano, quelque chose. Oh, bah, tu n'y échapperas pas. Sur un malentendu. On peut s'entendre. Bien Et sûr. de quelqu'un que Les vous gens. adorez, Nikos. Si par exemple on fait ça. Michel Legrand. Ah, Johnny. Ah, Que je t'aime. que je t'aime. Je t'aime, mais j'ai pas les paroles. j'ai Ah déjà- si Non. Allez-y. Allez, On l'a fait ensemble. Margot, Avec le tu peux refrain. l'aider. hein. Quand tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été. Et que sur ton ton oreiller ressemble au champ de blé. quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Refrain. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Merci, Nikos. Bravo. Merci, Charlie. Je remercie pas forcément la bande, en tout cas pas tous les membres. La chorale. Toi, Margot, et la chorale de la Merci Grande à la Galerie chorale de la Grande francophone. Galerie. Tous les dimanches en Moi, j'ai jamais spectacle. les paroles de rien. Mais une question malgré Oui. tout, puisque donc à partir du 8 avril, vos photos vont être exposées au Musée de l'Homme à Paris. Il y a une question, nous, qui nous fascine avec Margot, c'est votre travail sur les mains. Qu'est-ce que ça raconte d'une personnalité de photographier ses mains, sans forcément y associer un visage, un corps? Les mains disent plus que le masque social, c'est une certitude. Et puis elles portent aussi une histoire invisible, des traces de cette chaîne humaine que sont les existences. La main d'Aznavour, par exemple, elle ne dit pas qu'il est chanteur, ça ce sont des mains d'une femme, d'une travailleuse, des mains d'un musicien gitan. Peu importe qui ils sont, peu importe à quelle époque ils appartiennent, ce qui compte, c'est ce qu'elles dégagent, ces mains, à ce moment-là. Et on voit même, j'arrive même à ressentir, alors sans être dans une psychogénéalogie très subjective, ce que disent les mains, ce que disaient les mains de ses ancêtres. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une famille de travailleurs de la terre aura de toute façon une façon d'être, une façon... Exact. Alors, elle balance les mains. Par rapport à l'exposition Nikos qui arrive au Musée de l'Homme, vous avez travaillé conjointement avec un scientifique. Samuel Pavard, c'est un biodémographe extraordinaire. Et lui, sa matière première, ce sont des chiffres, des faits, des courbes. Moi, c'est ce que je ressens. Et finalement, on a quand même réussi à créer un dialogue ensemble. La question est là, est-ce que ça a changé votre regard de photographe, de voir finalement la vieillesse à travers la science et pas à travers l'image? Parce que vous faites finalement un portrait de l'âme et la science, elle fait un portrait du corps, elle fait un portrait, un état des lieux en fait. Mais en définitive, nous recherchons la même chose, c'est-à-dire l'histoire. Essayer de comprendre ce passage qui est celui de l'existence. Mais ça m'a beaucoup aidé de travailler avec Samuel et avec tous les scientifiques du Musée de l'Homme, parce que quand je débarque la première fois, tu peux t'imaginer qu'il y a un petit décalage. Oui, c'est pas n'importe quel endroit et c'est pas un lieu anodin, le Musée de l'Homme. Exact. Et puis finalement, l'endroit est vraiment foisonne de jeunes gars passionnés qui consacrent leur vie à l'autre et à l'être humain à travers les civilisations, à travers les continents et à travers l'histoire. Et on a hâte en tout cas d'aller voir cette grande exposition au Musée de l'Homme. Merci Ali, merci à vous. C'est le 8 avril à Paris. On va maintenant ralentir le rythme et prendre le temps de la contemplation comme chaque semaine. Direction le musée d'Orsay à Paris pour découvrir un chef-d'œuvre de Claude Monet, le tableau Coquelicot au pluriel. Il a été peint en 1873 et vous allez voir, tu vas voir Nikos, c'est fascinant.
Merci infiniment, Nikos. Donc, cette exposition, Les Grands Âges, quel beau titre. Ce sera au Musée de l'Homme. Et donc, à partir du 8 avril et jusqu'au 3 janvier prochain. Merci, les amis. Merci, Hector. On se retrouve en replay sur l'appli TV5 Monde Plus et quand vous le voulez sur nos réseaux sociaux. Nikos, on vous a demandé un titre pour se dire au revoir et vous avez choisi Monsieur Knoll d'un compositeur grec. Manos Hatzidakis. Extraordinaire, c'est celui qui avait écrit Les Enfants du Pirée, mais ça c'est le plus commercial. C'est celui qui a réussi à marier à la fois le populaire et en même temps la musique de la rue et la musique de chambre. Il est extraordinaire, paix à son âme. Et Monsieur Knoll, il y en a un disque qui s'appelle Le Sourire de la Joconde et ça a été enregistré à New York dans les années 70, je crois, et c'est un poème, quoi. C'est à la fois mystérieux, invitant et suspendu, tout ce que j'aime. Charlie, tu es derrière ton piano. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Bravo et merci Charlie, merci à tous les amis. Salut Nikos, quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à suivre sur TV5 Monde le 64 minutes. Au revoir.